La culture du vide. Vous me dites dans le chat. La vidéo dure 28 minutes. Bon, on va la commenter, donc ça va être un peu plus long. Non, la photo de Jerry avec ses flèches. Ah oui, d'accord, ok. Allez, bon, bah on y va. On y va. C'est la dernière de la soirée. Tu ouvres TikTok, une vidéo, puis deux, puis trois, et une heure plus tard, quand tu poses ton téléphone, tu te demandes « Mais qu'est-ce que j'ai vu au juste ?» Ah oui, on est sur la chaîne qu'on avait traité la dernière fois de la Tradwife. Donc là, j'ai même pas regardé les 4 premières minutes, j'ai dit, on a déjà vu cette meuf, elle fait du bon travail, allons-y quoi. Rien. Et pourtant, quelques temps plus tard, tu recommences. Parce que ce vide, tu en as besoin, parce qu'il te nourrit. Une vidéo chasse l'autre comme une microdose de dopamine. Et tu ne cherches plus à apprendre, tu veux juste ressentir encore, encore et encore. Les réseaux ont évolué avec nous. D'abord Facebook, on y parlait, on débattait, on s'engueulait même. Puis Instagram, on a arrêté de parler et on a commencé à se montrer. Et enfin TikTok, plus besoin ni de T'as oublié Twitter? On s'insulte, on s'invective, on se menace. Quand même. parler ni de montrer, il suffit simplement de défiler. Un flux permanent, personnalisé, complètement addictif. Et pendant que certains et certaines se perdent dans ce flux, d'autres, eux, s'y trouvent. Un buzz, une vidéo, un son, et leur vie bascule. Du jour au lendemain, ils deviennent des visages que tout le monde connaît. Des invitations, des marques, des millions d'abonnés, parfois sans même savoir Je sais ce que pourquoi. c'est les Ils frises. étaient juste là, au bon endroit, au bon moment, devant la caméra. Et puis vient le troisième élément du triangle gagnant. Les marques qui payent, les algorithmes qui mesurent, les systèmes qui transforment tout ça en argent. Bienvenue dans la culture du vide. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau sujet aujourd'hui. Avant de commencer, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est hyper important pour moi, ça me fait vraiment énormément plaisir. Vous savez, dans cette vidéo, on va parler de culture du vide, ce trop plein d'images, ce trop plein de contenu qui nous laisse parfois avec rien de concret. Et justement, aujourd'hui, j'ai aussi envie de vous parler de quelque chose de plus concret, manger un vrai bon dîner sans prise de tête. Et ça tombe bien non, parce que le sponsor de cette vidéo, vous... Alors, la pub, on va la sauter, hein. Là, c'est HelloFresh. Merci. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir la vidéo pour de vrai? Ou parfois tout simplement pour râler sur le monde d'aujourd'hui. C'est un terme qui est vraiment utilisé à toutes les sauces. Mais derrière ce mot, il y a une idée bien plus sérieuse et bien plus ancienne, celle d'une société où l'apparence a pris le pas sur le sens, où le paraître compte plus que l'être et où l'image a remplacé la pensée. Ce n'est pas seulement une histoire de TikTok ou d'Instagram, mais bien une manière d'exister, de communiquer ou de consommer qui s'est installée partout, dans les médias, dans la politique, dans la publicité et même dans nos vies personnelles. C'est ce réflexe qui nous pousse à montrer, à partager, à briller, parfois plus qu'à créer, comprendre ou encore réfléchir. Le philosophe Gilles Lipovetsky, déjà dans les années 80, parlait d'une ère du vide, un moment où les grandes idées s'effondrent, où les valeurs se diluent et où l'individu devient son propre centre de gravité. Une époque où tout devient léger, cool, fluide, mais aussi un peu plus creux. Jean Baudrillard, lui, décrivait la même chose à travers le concept du simulacre. Alors attends, t'es en train de me dire qu'à chaque fois, on a des cycles qui se répètent. Du coup, c'est les anciens qui critiquent ça. Merde. Je suis vieux. Oh merde. Moi aussi, je remarque qu'il y a beaucoup de culture du vide. Merde. Oh putain, la baffe. Je suis vieux. Peut-être même que je suis un fantôme, hein, on sait pas. Un monde saturé d'images, de symboles, de copies, jusqu'à ce qu'on ne sache plus très bien ce qui est vrai et ce qui est juste une mise en scène. Et si on regarde notre époque, tout ça résonne étrangement. Les réseaux sociaux n'ont pas inventé le vide, ils l'ont seulement accéléré, amplifié et monétisé. Là où hier on cherchait un sens collectif, aujourd'hui on cherche un buzz personnel. Puis surtout, les réseaux, c'est l'ouverture à tout le monde de dire tout et n'importe quoi. J'ai rien à dire, mais je vais quand même le dire. Très bien, super. Vas-y, TikTok est là pour toi. C'est génial.
On ne vit plus les choses, on les met en scène, on ne partage plus ce qu'on ressent, on partage ce qui attire. La culture du vide, c'est ce moment où le contenu n'existe plus que pour produire du regard. Une vidéo n'a pas besoin d'être utile, profonde ou inspirante, il suffit simplement qu'elle retienne l'attention, même trop. Est-ce que vous avez vu la vidéo de Joueur du Grenier sur les microtransactions? Qui est très bien concluée. Tu sais, les microtransactions, c'est pour acheter des skins, des machins, des trucs, etc. Justement pour être vu, pour être valorisé, pour se faire voir, etc. Et j'en parlais avec un copain. Je suis très peu sensible à ce truc-là. Pourquoi? Parce que j'en ai rien à foutre d'être vu. Moi, je joue au jeu, pour le contenu, pour etc., etc. Et c'est exactement pareil sur les réseaux. Je n'ai pas besoin d'être aimé pour faire le contenu que je vais faire. Je le fais pas pour être aimé, je le fais dans un tout autre but. Je le fais déjà pour moi, parce que c'est un exutoire, déjà, de décortiquer l'actualité, de décortiquer la politique, etc. Et je le fais surtout pas par ego. Parce que si je le faisais par ego, ça ferait longtemps que j'aurais choisi ma niche. Gauche, droite, macroniste, capitaliste, etc. Or non, je tape sur tout le monde et je vois que tout y passe. Et j'en prends plein la gueule de tous les côtés. Parce que j'ai pas besoin de briller aux yeux des autres. Vous me détestez? Très bien, bah t'as raison de me détester. Tu m'aimes? Super. Super. Moi je suis déjà très bien entouré avec ma femme, mon fils, tout ça. C'est tout le problème de l'humanité, c'est de devoir briller aux yeux du monde. Mais arrêtez d'essayer de vouloir briller aux yeux du monde. Juste soyez utile pour ceux qui vous entourent déjà et ça sera très bien. 3 secondes. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu dis, mais plutôt si les gens restent. Et tout le système, les plateformes, les marques, les algorithmes, est bâti sur cette logique. On a souvent l'impression que la culture du vide est née avec TikTok, les influenceurs et les réseaux sociaux de manière générale. Mais si on regarde un petit peu en arrière, on se rend vite compte que le vide a en fait toujours eu sa place dans la culture populaire. Depuis que les humains se rassemblent, ils cherchent à... Non mais attendez, on n'a pas entendu les réseaux sociaux pour ça. Non mais vraiment, les anges de la télé-réalité, ça vient d'où? Ça vient de Love Story, hein. Love Story, il y avait pas Internet. Enfin si, c'était les débuts d'Internet, à la rigueur. À la rigueur, c'était le tout début d'Internet. Mais tu regardais pas ça sur Internet, tu regardais bien ça à la télé. Et puis avant, il y avait encore d'autres conneries. Hein, les fameux programmes abrutissants. Nos parents, ils gueulaient parce que, ah mais tu t'abrutis devant la télé. Nous, on a fait pareil avec nos enfants. Mais tu t'abrutis devant Squeezie ou devant autre chose. Ah oui. Ça a toujours existé, en fait. Hein. se divertir. Les Romains avaient déjà leur jeu du cirque, leur combat de gladiateurs, du sang, du suspense, de l'émotion. Rien de très profond, mais terriblement efficace. C'était du spectacle avant tout, une manière d'oublier le quotidien et de se sentir vivant, de vibrer ensemble. Des siècles plus tard, au cabaret, on venait rire, boire, chanter, oublier le travail et les soucis. Puis sont arrivés les feuilletons populaires, les journaux à sensation, des tabloïds qui racontaient les drames du quotidien comme s'ils étaient des épopées. Chaque Je connais des youtubeurs qui font ça maintenant. époque a eu ses formats légers, parfois absurdes, mais toujours captivants. Et quand la télévision est arrivée, après la Seconde Guerre mondiale, elle a transformé tout ça en rituel collectif. Les grands shows, les variétés du samedi soir, les concours de chant, les émissions de télé-réalité, autant de moments partagés, des événements vides de sens profond peut-être, mais pleins d'émotions, de rire, de suspense et même des moments d'appartenance. Ces moments ont créé des souvenirs communs, des moments cultes et même des repères générationnels. Finalement, c'était ça la culture populaire, du divertissement simple mais fédérateur. Alors non, ce vide n'est pas nouveau du tout. Depuis absolument toujours, on aime le spectacle, on aime les mises en scène et on aime la légèreté. Et ce besoin n'a rien de moderne, c'est tout simplement humain. Heureusement qu'on a un petit peu de légèreté dans cette vie. Mais la différence, c'est bien la vitesse et la portée que les réseaux sociaux ont aujourd'hui. Avant, le vide, ça se vivait ensemble à des moments bien précis, à la télévision, au cinéma, dans un stade, dans la rue, etc., etc. Mais aujourd'hui, il est permanent, personnalisé et surtout infini. Finalement, chacun a son propre... Ça, c'est très, très intéressant. Exemple, dans ce chat, je sais pas quelle moyenne d'âge vous avez, et je vais te dire, par exemple,
Tu te rappelles de la pub l'ami Ricoré, par exemple? L'ami Ricoré, c'est l'ami du... Vous devez l'avoir normalement. Voilà, tous ces trucs-là, les pubs qu'on avait, on les a tous vécus en même temps. On a regardé les mêmes programmes. On a regardé du Club Dorothée, du Sam Dynamite, du Scooby-Doo, par exemple. Et donc, on a les mêmes refs culture populaire. Aujourd'hui, elle dit un truc très juste. C'est-à-dire que t'as un flux personnalisé. C'est-à-dire que nos enfants, mon fils, quand il va vieillir, il pourra pas dire « Tu te rappelles de... » Ouais, tu regardais pas, toi. Bah ouais, chacun a son truc personnalisé, tu vois. Spectacle dans sa poche, dispo à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. Et c'est précisément là que le vrai tournant se joue. Le vide est passé de collectif à individuel, de ponctuel à continu, et du divertissement à un véritable système complexe. Mais alors si le vide n'est pas nouveau, la question devient plutôt « mais alors qu'est-ce qui a changé ?» Et surtout, comment et pourquoi notre époque en a fait un véritable modèle. Comme je vous l'ai dit, le vide a donc toujours existé, mais aujourd'hui, il est devenu une véritable industrie. Une machine capable de transformer un simple moment de rien en notoriété, en influence et surtout en argent. Tu commences par une vidéo, un geste, une réaction, un son populaire, rien de planifié, rien de réfléchi, mais parfois il suffit d'une seconde captée au bon moment pour que tout s'emballe. Le contenu devient viral, la personne devient visible, et cette visibilité dans le monde des réseaux vaut de l'or. C'est la naissance du nouvel acteur et de la nouvelle actrice de notre époque, l'influenceur. Pas nécessairement talentueux, ni savant, ni même charismatique, mais présent, vu, commenté, partagé. Mais le pire, c'est qu'il ne parle même pas, là. Il gesticule. C'est juste... Voilà, je suis vu. Super. Ah, ton apport à la société est... phénoménal. Tu existes. Waouh! Car sur TikTok, Instagram ou YouTube, la logique est simple. Plus tu es vu, plus tu vaux. Et quand l'attention devient une monnaie, le vide devient du business. Prenons l'exemple concret. Alors ça aussi, ça c'est putain de faux. Enfin, c'est la valeur qui est aujourd'hui. Plus tu es vu, plus tu vaux. Hein? Un YouTuber qui a énormément d'abonnés, c'est forcément, quand il dit quelque chose, c'est forcément qu'il a raison. Ah non. Tu remarqueras que les gens qui font des choses intelligentes sur les réseaux sont beaucoup moins suivis. Les gens qui apportent des connaissances, etc., vont être beaucoup moins suivis que des personnes qui font du divertissement. Parce que bah, c'est chiant, puis il faut réfléchir, et puis... Donc non, c'est pas plus tu es vu, plus tu vaux. Au contraire, même maintenant, j'ai l'impression que... plus tu es dans une niche et que tu fais ton petit truc à côté, mieux c'est en fait. Plutôt que de faire des copier-coller de tout ce qui existe déjà, juste pour avoir un petit peu de fame. Aimez-moi, quoi, tu vois, c'est un peu ça qui ressort de ça, c'est aimez-moi. Et en fait, les personnes qui ont beaucoup d'audience, ça veut pas dire qu'ils ont raison. Ça veut juste dire qu'ils ont un format adapté au public qui vient sur YouTube. Bien sûr, moi aussi, je regarde du Amixem, je regarde du Wankill, je regarde du Cyril MP4. Je sais que c'est pas du contenu intéressant, enfin, je sais que c'est pas du contenu enrichissant. Je sais que quand je regarde ça, c'est pour me vider la tête, la culture du vide. Par contre, quand je vais regarder les revues du Monde, quand je vais regarder Didi Chanduidui, par exemple, quand je vais... Là, je sais que ça va nourrir mon esprit, tu vois. Est très simple, Bella Porsche. Je trouve que c'est vraiment la personne qui représente le plus le sujet du jour. Bella Porsche, de base, c'est vraiment parti de quelques secondes d'une vidéo où, finalement, il ne se passait pas grand-chose. Elle est devenue simplement populaire pour avoir fait du playback avec des mimiques un peu mignonnes. Dit comme ça paraît très bête, et pourtant, ça a été la vidéo la plus likée de l'histoire de TikTok. Elle a pris des dizaines de millions d'abonnés, un contrat musical, des interviews, une carrière complètement bâtie sur ce moment. De vide. Oh, Pas j'en de peux plus de stratégie, cette pas de... mimique, là. Oh, mais à chaque fois... Puis elle est de plus en plus exagérée, cette mimique. Toutes les meufs font ça, là.
message, juste une bonne combinaison, un algorithme, une émission, une image, et j'avoue, un petit peu de petit privilège, il faut dire ce qui est. Et c'est exactement là toute la nouveauté. Aujourd'hui, ce n'est plus le talent qui crée la visibilité, mais la viralité qui crée la valeur. C'est tellement vrai et tellement représentatif de notre époque. Et bien sûr, les marques s'y engouffrent et les médias suivent. Les influenceurs et les influenceuses se retrouvent invités sur des plateaux TV associés à des campagnes publicitaires, présents sur les tapis rouges, faisant les collaborations avec les plus grandes personnalités, pas parce qu'ils représentent quelque chose, mais parce qu'ils rapportent. Parce qu'ils font partie d'un écosystème où tout se mesure en clics, en vues et en taux d'engagement. Aujourd'hui, un créateur ou une créatrice peut toucher bien plus qu'un chirurgien, qu'un médecin, ou même parfois qu'un joueur de foot. Déjà que les Et ça devrait interroger. J'avais une théorie là-dessus, alors pas sur les influenceurs. J'avais la théorie de... En fait, plus ton métier est inutile, mieux il est payé. Tu vois, celui qui vient ramasser les ordures devant chez toi, bah son boulot, il est très utile. Non, parce qu'après, sinon, c'est des déchets partout dans la rue. Le boulanger, son métier, il est utile. L'ouvrier, son métier, il est utile. Le mec du BTP, son métier, il est utile. À toute la communauté. Trader, ça sert à rien. Banquier, ça sert à rien. Acteur, ça sert à rien. Alors vous allez me dire, mais si, ça sert à quelque chose, ça sert à gérer de l'argent, ça sert à faire du divertissement, etc. Non. Demain, ces métiers-là s'arrêtent, la société peut continuer à tourner. Hein. Plus ton métier est bien payé, moins il est utile à la société. C'est un truc de fou. joueurs de foot, c'est aussi tout un sujet, mais parfois ça peut être encore plus. Simplement parce que cette personne a su capter l'attention, ce bien devenu si rare, fragile et incroyablement rentable. C'est un système qui ne récompense pas le sens, mais la répétition, la réaction et l'immédiateté. C'est difficile à dire. Alors Kiki, c'est très drôle ça. Je suis le seul quand je vois les influenceurs dans des endroits avec des tapis, je sens la corruption et l'hypocrisie à 1000 km. Mais oui, mais bien sûr, c'est tout est faux. C'est le paraître. Il y a un influenceur que j'aime bien, que j'aime beaucoup, et qui perd des accès à plein d'événements, juste parce qu'il est vrai, il est honnête et il est transparent. C'est Thibaut InShape. Ce mec a gardé une certaine simplicité. Malgré qu'il est le premier youtubeur de France. Il a gardé une certaine simplicité. Et il fait pas n'importe quoi. Et il est transparent avec son public. Alors si, certainement que ça a dû aussi faire gonfler son ego et tout, mais j'ai pas l'impression que ça fait éclater son melon, tu vois. Ce mot. Mais pourquoi ce système fonctionne-t-il si bien et pourquoi on reste à scroller sans fin comme complètement hypnotisé? C'est le moment Jamy, écoutez-vous bien, interlude scientifique. Quand tu ouvres TikTok, Instagram ou encore YouTube, ton cerveau entre dans une boucle complètement calibrée. Chaque vidéo déclenche une micro-récompense imprévisible, une émotion, un rire ou une réaction de manière générale. Et à chaque fois, ton cerveau va libérer de la dopamine. Donc la dopamine, c'est ce neurotransmetteur qui est directement lié au plaisir et à la motivation. Mais ce n'est pas ce plaisir-là exactement qui te fait rester, mais plutôt celui d'après. C'est ce qu'on appelle le système de récompense variable. Tu ne sais pas quand viendra le bon contenu, celui qui te fera sourire, verser une petite larme ou tout simplement vibrer. En fait, c'est exactement le même principe que les machines. Mais c'est pareil, mais pour être sensible à ça, mais c'est que vous avez pas de vie. Enfin, moi, le scroll infini, ça me saoule très rapidement en fait. Ça me fatigue très rapidement. Moi, alors, je vais vous faire ma morning routine. Je me lève le matin, je bois mon café, je cherche des actus pour la chaîne Pragma Actu, et je vais chercher des sujets vraiment, tu vois, qui sont denses, etc., puis faire des rapprochements. Ensuite, je vais vite fait sur TikTok, vérifier 2-3 comptes, justement, des politiques, tac, 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 mais je vais pas m'amuser à scroller indéfiniment, etc. Je vais sur Internet, je sais ce que je cherche. Je comprends pas ce délire de
En fait, tu sais pas ce que tu cherches, tu attends quelque chose. Enfin, derrière, moi, j'ai une vie qui est remplie, hein. Et j'ai une vie qui est remplie, moi, tout va bien. Et il y a des moments où je vais m'amuser, hein. Il y a des moments où ça va me faire chier. Il y a des moments qui vont me faire verser une larme. Ça s'appelle la vie, en fait. Et dans la vie, tu dois avoir du temps où, bah, tu t'emmerdes, en fait. Ça te permet aussi, ces moments-là, ça permet au cerveau de faire les connexions qu'il faut. C'est hyper utile, les moments où tu t'ennuies. Ça ne, ça ne devrait pas exister une société où tu es constamment le cerveau, tu vois, occupé, machin et tout. C'est pas normal. Ton cerveau, il peut pas être constamment occupé. Il va faire une surchauffe au bout d'un moment. Ouais, mais la dopamine, quand tu en recherches comme ça, c'est que je sais pas, tu as une vie triste. Enfin, une vie vide, on va dire. Mais trop boulot dodo, tu vois. Peut-être que moi, je le ressens pas parce que mes journées, c'est jamais les mêmes. À argent dans les casinos. Tu tires le levier, tu espères et parfois tu gagnes. Et ton cerveau, lui, il va enregistrer cette incertitude comme une promesse. Et c'est exactement ce process qui va tout simplement te rendre accro. En résumé, tu ne scrolles pas parce que ça te passionne, mais tu scrolles plutôt parce que ton cerveau attend la prochaine dose de dopamine. C'est vraiment comme une addiction à la drogue. Selon plusieurs études de neuropsychologie, cette boucle déclenche un mécanisme similaire à celui de la dépendance comportementale. Plus tu cherches le plaisir, plus ton cerveau devient tolérant et plus il te faut scroller pour ressentir quelque chose. Et pendant que toi tu scrolles, derrière, il y a d'autres personnes qui, eux, s'enrichissent. Parce que oui, ce flux qui anesthésie ton cerveau monétise tous ceux qui sont derrière, à savoir les créateurs, les créatrices, les marques et l'algorithme. C'est une économie du vide alimentée par ton cerveau, entretenue par des algorithmes et récompensée par le marché. Mais alors, si tout le monde y participe, les plateformes, les marques, les créateurs et créatrices, mais aussi nous-mêmes qui regardons, qui, là-dedans, est vraiment responsable. Et surtout, pourquoi ce système commence à déranger de plus en plus de monde. La culture du vide, tout le monde connaît ce terme, et bien sûr, tout le monde le critique à fond. J'ai jamais entendu quelque chose de positif à propos de la culture du vide. Et pourquoi? Je pense que c'est carrément légitime de se poser la question. Pourquoi est-ce que ça dérange? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas là-dedans? Parce que au final, ce qui est dérangeant, Salut Nolan, c'est qu'on la bienvenue. pointe du doigt, on la moque un petit peu, et pourtant tout le monde y participe, tout le monde consomme ça. Tout d'abord, il y a la critique culturelle. Pour beaucoup, cette culture valorise la forme plutôt que le fond, des contenus sans message, des chorégraphies clonées, des traînes. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Que si tu fais du contenu avec du fond, tu auras moins d'adhésion. Voilà. Parce qu'on fait passer la forme avant le fond. Le paraître. De recycler, ce n'est plus l'expression artistique qui prime, mais la performance algorithmique. Le problème n'est pas que ce soit léger, mais que le vide soit devenu le modèle à imiter. En fait, au lieu d'avoir une base un peu artistique où on s'exprime dans un but bienveillant et dans un but collectif, on va finalement répéter ça sans trop réfléchir par profit, puisque derrière il y a quand même toujours quelque chose à gagner. Ensuite, il y a la critique sociale. Là, on va plutôt parler de notre capacité à se concentrer et à avoir des réflexions, capacité qui devient de plus en plus bancale, notre sens critique aussi qui se perd de plus en plus. En fait, on va tout simplement prendre l'habitude de passer d'une idée à une autre sans s'arrêter là-dessus, sans analyser, sans aller plus en profondeur. Sur les plateformes, ça va très vite puisque les plateformes ne cherchent pas à nous enrichir, mais plutôt à nous retenir coûte que coûte. Résultat, une société saturée d'images, mais pauvre en attention. On a l'impression d'être connecté à tout, mais profondément absent de ce qu'on vit. Mais le Tu vois, quand on parle d'hypocrisie, on avait le boss de TF1 qui avait dit « Moi, ce que je vends, c'est des espaces publicitaires. Donc, je vends du temps de cerveau disponible. » Tout le monde lui était tombé dessus à ce moment-là. Alors qu'en fait, il avait dit la vérité à tout le monde. Ce que font les réseaux, c'est 10 fois pire, et ils le disent pas. Et personne tombe sur les GAFAM. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Le mec vous avait dit la réalité. Je suis dans ce système-là, et je travaille avec des publicitaires pour vendre votre temps de cerveau. Il nous mettait juste en garde, en fait. Et tout le monde lui est tombé sur la gueule.
Cœur de ce problème, c'est aussi le système. Comme je vous l'ai dit, les algorithmes ne valorisent pas la qualité, mais plutôt la rétention, donc comment est-ce que les gens restent le plus longtemps sur les vidéos. Et donc, ça c'est quelque chose que j'ai souvent abordé. Qu'est-ce qui retient l'attention? C'est les émotions, ce qui choque, ce qui fait réagir, et ce qu'on peut partager, liker super facilement. Et donc, les plateformes vendent notre attention, les marques achètent notre temps, et les créateurs et créatrices s'adaptent pour exister. Et dans cette logique, le vide gagne absolument toujours. Il coûte moins, se consomme plus vite, rapporte plus. Alors oui, les créateurs doivent s'adapter. Et tu vois, par exemple, sur la chaîne Pragma Actu, je fais des fois des titres un peu putaclic. Je tombe pas vraiment dans le... Je tombe pas dans le putaclic débile. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans le titre, tu le retrouves dans la vidéo. Le putaclic, c'est tu fais un titre mensonger, en fait. Tu le retrouves pas ce qu'il y a dans le titre dans la vidéo. C'est pour attirer l'attention. Et ça, on me l'a déjà reproché. On fait, ouais, mais Christophe, tu fais des titres un peu... Ouais, mais attends, je suis sur une plateforme, j'ai un message. Déjà que je fais de la réflexion, donc déjà, c'est pas... Voilà, c'est pas pour tout le monde, c'est pas tout le monde qui va s'y intéresser, c'est pas tout le monde qui va regarder les vidéos en entier. C'est vraiment... Je sais que je suis vraiment dans une bulle. Alors, si en plus, je joue pas avec les règles de la plateforme, c'est-à-dire d'essayer d'attirer les gens pour qu'ils viennent regarder la vidéo, bah autant monter sur un ring de boxe, les mains dans le dos et les lacets attachés, hein. À ce moment-là. C'est tout simplement la loi du marché de l'attention. Et finalement, la dernière raison pour laquelle la culture du vide est critiquée, c'est plutôt la critique humaine. Et ce n'est pas seulement du mépris, ça je ne veux vraiment pas le croire, je pense qu'il y a aussi beaucoup de frustration et de jalousie. C'est tout simplement des questions genre pourquoi eux, pourquoi elle, pourquoi son contenu explose alors que moi derrière je fais aussi des trucs, pourquoi eux ça fonctionne, pourquoi du jour au lendemain ils ont des millions d'abonnés, pourquoi du jour au lendemain ils passent à la télévision. Ça, je me suis constamment posé la question, mais pas sur des très gros youtubeurs. Et je me suis toujours posé la question, mais enfin, mais c'est nul! Pourquoi ça marche? Il y a des contenus comme ça, je tombe dessus, je fais combien d'abonnés? Depuis combien de temps elle existe la chaîne? Mais comment ça marche? Il y a des fois, je me dis c'est des anomalies, sauf que non, des anomalies, j'en trouve plein, des anomalies comme ça, donc il y a un truc qui est pas logique. Sur le tapis rouge du Festival de Cannes. C'est vraiment ce sentiment où on vit dans un monde où le succès et le mérite est vraiment associé à quelque chose qui est vide de sens et vide de valeur, ce qui peut vite être tourné comme une sorte de frustration, comme je vous l'ai dit, mais aussi d'injustice, ce qui peut frustrer beaucoup de personnes qui ne font pas du contenu, mais aussi beaucoup de personnes qui font du contenu et qui passent complètement inaperçues dans tout ce système. Et c'est vrai qu'on aime énormément les critiquer, ces influenceurs et ces influenceuses. On dit tout simplement que ça ne sert à rien, qu'ils ne travaillent pas vraiment, qu'ils ne font rien de leur journée, et qu'ils profitent tout simplement d'un système qui est le système des réseaux sociaux qui paye vachement bien en plus. Mais alors ça dépend le contenu déjà qui paye vachement bien, c'est surtout les OPSP qui payent bien. Vous noterez que j'en fais pas. Et elle dit un truc très juste, c'est que bah oui mais maintenant tout le monde voudrait devenir influenceur parce que bah ça rapporterait. Ça rapporte surtout pas mal d'emmerdes. Et moi ce que j'ai toujours dit c'est ne vous détachez pas de votre boulot. YouTube, du jour au lendemain, il peut dire « Ah, ben ta chaîne, je la rémunère plus. » Ou « Je la shadowban. » Et là, t'es dans la merde. Ah bah quand t'as mis tous tes œufs dans le même panier, t'es dans la merde. Et surtout, l'autre truc, c'est que à s'enfermer comme ça dans un monde virtuel, où il y a beaucoup de haine, il y a beaucoup de... Tu sais, parce que les gens derrière un écran, en fait, ils se lâchent beaucoup plus que s'ils te parlaient dans la vraie vie. Bah oui, le bourre-pif est... Bah il a plus facile d'arriver dans la vraie vie que derrière un écran. Donc ils disent des choses qu'ils ne diraient pas dans la vraie vie. Et donc tu prends tout ça, tu accumules tout ça, et garder ton job à côté, avoir une autre activité à côté, c'est bien mieux. Déjà pour sortir de cet univers, de cette bulle, de ce machin-là, et de se reconnecter avec le réel. Ça c'est très important. Moi demain, même si je fais 5000 balles par mois de YouTube, j'arrête pas mon activité maraîchère. Parce que du jour au lendemain, YouTube peut me couper les vivres,
Et surtout, je perds le contact avec le réel, et je perds ce qui était la base de mon combat, c'est-à-dire de nourrir les autres. De faire un truc pour la société, du côté écologique, mais qui s'inscrit politiquement dans quelque chose de local. Je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire. Et ça, je peux vous en témoigner aussi, derrière les sourires calibrés, les vidéos rythmées ou les posts qui sont bien cadrés avec une belle lumière, etc., etc. Il y a Ouais, par exemple, Kiki, oui, il y a eu lui, mais il y en a d'autres, hein. Il y en a bien d'autres, hein. Là, en ce moment, t'as beaucoup de youtubeurs qui parlent d'une perte de 70% de leurs revenus, alors qu'ils ont fait tout un modèle économique, leur entreprise dessus, etc., etc. C'est la merde. C'est la merde. Parce que YouTube a changé l'algorithme, parce que leurs vidéos sont moins référencées, ça devient la merde. Bah ouais, mais moi je baserai jamais toute mon activité sur un revenu, c'est pas possible. souvent une réalité beaucoup plus complexe et je pense que je peux commencer tout doucement à en témoigner. Ça fait pas longtemps que je suis sur les réseaux sociaux, ça fait pas longtemps que je suis sur YouTube, mais je vous assure les amis que mes petites semaines, ce n'est pas 35 heures de boulot. Et quand on me dit que je ne fais rien de ma journée ou que comme je suis indépendante, je suis dispo absolument n'importe quand je le veux, bah je vous avoue que ça me touche quand même un petit peu. Parce que c'est faux, archi faux, et que mes semaines c'est plutôt aux alentours des 50-60 heures. Parfois je Alors. Alors. On va quand même remettre l'église au milieu du village. Dans mon métier, hein, je travaille quand même dans l'agriculture, oui, c'est des 70 heures semaine. Plus le soir, faites pas ce que je fais, hein, moi je suis un hyperactif, faut pas essayer de me suivre. Plus le soir, je travaille donc sur les vidéos que je vais uploader le lendemain. Plus le matin, je recherche mes sujets, etc. Plus dans la journée, j'ai un casque sur les oreilles pour enrichir justement mes connaissances, etc. Malgré tout, je peux me libérer. Malgré tout, je peux me libérer. Si mon fils a besoin de moi, pour son déménagement par exemple, bah écoute, ouais, on sera là. Bien sûr. Prends la journée. Pas grave. On travaillera plus demain, après-demain et après-après-demain. Mais on peut se libérer. Donc oui, l'emploi du temps est plus souple. Mais ça demande plus d'heures aussi. je dors pas ou je dors tard, je suis fatiguée le matin, enfin bref, c'est pas de tout repos, même si on peut considérer que c'est vide de sens et que ce n'est pas important dans notre société aujourd'hui. Et je vous assure qu'aujourd'hui, être influenceur ou influenceuse, créateur ou créatrice de contenu, c'est vraiment pas un travail de tout repos. Déjà, c'est très exigeant, surtout pour les marques, c'est complètement instable, on sait pas si ça continuera, on sait pas si les vues vont suivre, et comme je vous l'ai dit, c'est souvent invisible, les gens ne se rendent pas compte du boulot derrière. Une vidéo, c'est bien cool, là, c'est dimanche matin, cette vidéo sort, mais savez-vous combien d'heures ça m'a pris pour écrire cette vidéo? Combien d'heures ça m'a pris pour tourner cette vidéo, le nombre de lumières que j'ai mis autour de moi? Combien d'heures j'ai dû travailler pour me payer mon matériel? Combien d'heures j'ai dû travailler pour réaliser ce montage, etc., etc. Et puis, il y a un nouveau monde que moi je commence seulement maintenant à découvrir, c'est celui des collaborations, c'est celui Et là, ce qu'elle dit, tu vois, c'est un truc que je peux pas me permettre. Moi, mes vidéos, elles sont faites sans script. Vous le remarquez, même les vidéos que je fais pour la chaîne Pragma Ferme qui sont sur le terrain, c'est sans script. J'explique mes journées, j'explique comment faire telle ou telle culture, etc. Et deuxième effet qui se coule, le fait que bah, je travaille déjà en dehors. J'ai déjà essayé de faire des vidéos montées, tout ça, etc. C'est vrai que c'est hyper chronophage. Je peux pas. Je peux pas monter des vidéos. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas le temps. Ou alors, faudrait que j'ai un monteur. Du coup, faudrait que je le paye. Du coup, je suis plus rentable. Du coup, bah, ça fait du travail amateur, et puis, bah, tant pis. des marques que je ne connaissais pas il y a 3 mois d'ici. Et je vous assure, les amis, que waouh, ça c'est des heures à négocier, c'est des heures à se faire respecter, c'est des heures à savoir un petit peu c'est quoi les tarifs, combien on doit demander, à qui on peut poser les questions, on se sent seul au monde. Il y a beaucoup de gens qui nous méprisent parce que c'est pas vraiment un boulot, alors que si, c'est complètement un boulot aujourd'hui. Et puis à côté de ça, il y a répondre à vos commentaires, essayer d'animer un petit peu la communauté, que ce soit ici mais aussi sur Instagram, parce que moi j'ai Instagram et j'ai TikTok aussi, faire des petits réels, faire des petites stories,
story. Et puis ça va être aussi analyser les statistiques, savoir ce qui fonctionne, savoir ce qui ne fonctionne pas. Et puis après, il y a toute la partie faire des devis, faire des factures, gérer la comptabilité. Honnêtement, on se rend pas compte, mais ce n'est pas donné à tout le monde d'être créateur ou créatrice de contenu et d'en vivre surtout. Parce que faire un buzz... Et avoir le bon statut qui correspond à cette activité-là, sachant que là, certainement, le prochain rendez-vous que j'ai au comptable, c'est en janvier. Faudra peut-être qu'on change des trucs, des paramètres dans le statut, faire une autre entreprise. Ça me casse les burnes. Rien que là, déjà ça, je paye un comptable pour gérer ça, alors que je gagne pas des 1000 et des cents. La chaîne, cette année, elle a fait 11 000 € de chiffre d'affaires, hein, c'est pas le revenu. Et il va peut-être falloir que je passe par un autre statut à la con, que je recrée une autre entreprise à côté. Ça me casse les noix. Et là, tu vois, quand j'ai un truc comme ça, si le comptable, je fais, tu sais quoi? Je te paye. Vas-y, démerde-toi avec ça. Une fois que c'est fini, tu me dis ce que je dois faire et c'est très bien. c'est une chose, mais en profiter après et en faire une véritable carrière, ça c'est tout autre chose. Alors je n'ai pas le pire métier du monde, pas du tout, et d'ailleurs je suis infiniment reconnaissante aujourd'hui d'être à la place que je suis. Je n'ai plus de boulot à mi-temps, c'est-à-dire que là je suis 100% dédiée à ça. Je suis trop heureuse d'ailleurs, merci parce que c'est vraiment grâce à vous. Chaque petit like que vous faites, chaque petit commentaire, en fait ça participe à ma réussite et à notre réussite. Donc merci infiniment pour ça. J'ai bien conscience qu'il y a des boulots beaucoup plus compliqués, je ne me plaindrai jamais, mais c'est clair qu'il faut pas oublier non plus que le boulot d'indépendant et d'indépendante de manière générale, que ce soit ça ou quelque chose d'autre, c'est aussi un boulot où on n'a pas forcément de vacances. Quand on a des vacances, on s'arrête de créer, donc l'argent ne rentre plus non plus. Alors là, on peut aussi parler des influenceurs, influenceuses qui ont des millions d'abonnés, mais ceux qui n'ont pas des millions d'abonnés, il faut pas croire, hein, mais YouTube, il nous paye 3 € les 1000 vues. Faites un peu le calcul, c'est pas non plus Byzance, vous voyez. Et donc en fait, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent Putain, t'es bien payé, toi! Moi, YouTube, c'est entre 1,50 € et 2 € les 1000 vues. pas à suivre ça, qui ont carrément des burn-out par rapport à leur vie professionnelle, parce que l'air de rien, il y a quand même énormément de choses à gérer. Et puis après, il y a aussi tout l'aspect, heureusement, je l'ai pas encore vécu, mais tout ce qui est harcèlement, tout ce qui est les sauces que les gens peuvent se prendre sur les réseaux sociaux. Moi, il y a Et 2 semaines voilà. d'ici, je vous ai sorti une vidéo où j'ai eu pas mal de commentaires négatifs. Ça a flingué les 3 jours qui ont suivi, parce qu'en fait, j'ai tout remis en question. Je me suis dit, ok, quel aspect j'ai mal fait, comment me... Non, madame, non, ne faites pas ça. Je vous donne la solution. Vous envoyez chier les gens et après vous les bannissez. Ah non, c'est... Non, mais il y a des gens comme ça, tu le sens, dès qu'ils postent leurs commentaires, il n'y a pas de discussion possible. J'en ai eu un là aujourd'hui, j'étais mort de rire. Il m'a tapé un pavé. Mais le truc, c'est qu'il y a des choses où les commentateurs, vous le savez pas. Il m'a tapé un pavé. Oui, cette chaîne, c'est le vide absolu, et nanani, nanana, depuis que je la regarde, et ceci et cela. Bref, il a tapé un commentaire comme si c'était un abonné depuis toujours, et qu'il était très déçu du contenu, et que j'étais jaloux, et que ceci, et que cela. Je regarde, je clique sur le pseudo, parce que dans le studio, je peux avoir plus d'informations. Premier commentaire sur la chaîne. Je regarde les chaînes où il est abonné, Psyo, DME en direct, La Sanction, etc. Que des chaînes à la con comme ça. Je fais ok, très bien. Je lui ai tapé un pavé pour l'envoyer chier. Je lui ai dit c'est ton premier commentaire sur la chaîne. Bon, tu t'exprimes comme si tu connaissais le contenu, mais tu n'en connais absolument rien. Et vu tes abonnements, bon ben c'est pas étonnant que t'aies le QI d'un bulot cuit, tu vois. Non, faut faire comme ça. Puis après tu bannes. Non. Ah non, moi je m'embête pas avec les gens. Hein. Ah non, au bout d'un moment, t'auras toujours des gens pour te critiquer. Toujours. remettre en question pour pas non plus perdre confiance en moi, mais quand même évoluer. Mais voilà, ça peut aller plus loin aussi, ça peut aller carrément à du harcèlement, à des commentaires toujours négatifs sous chaque petite vidéo, sous chaque story, etc., etc. Ça peut être terriblement lourd, et à beaucoup de personnes qui n'assument pas, parce que c'est compliqué, c'est pas donné à tout le monde. Alors oui, certains influenceurs et influenceuses gagnent des sommes astronomiques, mais beaucoup d'entre eux peinent à survivre, pris dans une machine qui valorise la performance avant tout, une machine qui récompense le court, le simple, l'émotionnel, parce que c'est ce qui retient le plus longtemps l'attention. C'est là que le problème se déplace. Ce n'est pas seulement une question... Là, sur cette vidéo, je sais ce qui a retenu l'attention, et c'est certainement un public masculin. Performance avant tout, une machine qui récompense le court, le simple, l'émotionnel, parce que c'est ce qui... Boobs!
Voilà, non mais les hommes sont simples, hein. Retient le plus longtemps l'attention. C'est là que le problème se déplace. Ce n'est pas seulement une question d'individu, c'est une question de système tout entier. Les plateformes, les algorithmes, les métriques d'engagement, les chiffres, les courbes, etc., etc. Tout est absolument conçu pour pousser à produire toujours plus, toujours mieux, à chercher le buzz, à alimenter sans cesse le flux d'informations. Et dans tout ce cadre, chercher la visibilité, c'est vraiment une question de survie, une question de vie ou de mort. Moi, quand je fais mes miniatures, que je cherche le titre, le meilleur titre pour que vous cliquiez sur ma vidéo, c'est vraiment dans ce mood-là de se dire quel titre va être le plus clair et le plus intriguant pour que la personne... Ça, c'est chiant de trouver le bon titre. Et moi, j'en ai 3 par jour à trouver. Le bon titre. Et le pire, c'est que quand tu as posté ta vidéo, parce que je la programme, et quand elle est devenue publique, et que je suis en train de travailler, moi, sur mon terrain, je me dis, eh merde, j'aurais dû faire une miniature avec tel titre. Oui, mais je suis plus à la maison, je peux pas changer la miniature, donc... Voilà. C'est trop tard. Personne qui va croiser ma vidéo va cliquer sur ma vidéo. Encore une fois, merci d'avoir cliqué sur ma vidéo. Blâmer celles et ceux qui s'adaptent n'a donc pas beaucoup de sens, ils jouent simplement selon les règles qu'on leur impose. Ce qu'on appelle la culture du vide, ce n'est pas une invention des créateurs et créatrices, c'est la conséquence directe d'un environnement qui transforme chaque seconde d'attention en ressource exploitable. Les influenceurs n'en sont pas les architectes, mais plutôt les symptômes. Depuis le début de cette vidéo, on critique la culture du vide. On a bien disséqué, on a bien vu que parfois c'était complètement absurde, et on a bien vu que c'était un problème vraiment beaucoup plus systémique. Mais la question que je voulais me poser, et c'est je pense la raison pour laquelle je voulais absolument faire cette vidéo, c'est de savoir si oui ou non tout était mauvais, et si oui ou non tout était à jeter dans ce système et à propos de la culture du vide. Je pense, personnellement, qu'en fait, il y a certaines choses qui ne sont pas à jeter. Parce que à travers cette culture-là, et en fait j'aurais même été bête de dire l'inverse, puisque... Moi je dis, tu refais la vidéo dans 5 ans. Quand les IA ont commencé à balancer toute leur merde là sur les réseaux sociaux. Savoir si tout est bon ou tout est à jeter sur les réseaux. À mon avis, ça va être quelque chose. Je ne dirais pas que j'en fais partie, puisque j'essaye vraiment de vous apporter de la valeur un maximum. Je pense pas que mon contenu soit vide, mais c'est clair que je profite quand même de ce système aussi, des algorithmes, des marques, des vues, de la visibilité, etc., etc. Et je pense que dans toute cette culture, dans tout ce monde, une chose qu'il faut pas oublier, c'est vraiment la liberté d'expression et l'accessibilité surtout à ce domaine. La quoi? La liberté d'expression. Si tu savais pour quelles raisons j'avais des dollars jaunes. C'est... Non. Non, 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 non. Le nombre de mots qu'on doit biper maintenant sur YouTube, qui n'ont rien de... J'ai vu dernièrement, c'était Astronogeek qui avait fait une vidéo sur un médicament qui venait des... Tiens, bah on va le faire. Des Nazgûl. Oui, parce qu'on n'a plus le droit de dire les Allemands de la Deuxième Guerre mondiale qui avaient des casques à pointe et qui commençaient par Naz et qui finissaient par I. Donc, un médicament qui avait été fait par des Nazgûl, et sur la miniature, il y avait donc le médicament avec la petite croix qui représente les Nazgûl, hein. 2 jours plus tard, je revois la miniature avec le symbole des Nazgûl qui a été effacé. Ah, mais c'est de la liberté d'expression. Le grand JD qui a fait les restes de Tonton H avec la petite moustache, pareil, il avait fait donc une miniature avec tu vois, comme s'il était à la morgue, avec un cadavre avec un drap dessus, puis derrière un drapeau rouge avec le rang blanc et puis le symbole. 2 jours plus tard, la miniature, juste un drapeau rouge. Ouais, non, bah écoute, c'est la liberté d'expression. Aujourd'hui, n'importe qui avec un téléphone, c'est-à-dire n'importe qui, et avec une idée, peut toucher des millions de personnes, et je pense que c'est précisément ça aussi qui va différencier TikTok de Instagram et de Facebook. Je pense que quand TikTok a vu le jour, ça a été une révolution de ce côté-là, puisque n'importe qui, du jour au lendemain, a pu faire des millions de vues. Moi, j'ai une vidéo, pour la petite anecdote, quand j'avais encore pas d'abonnés du tout, ni sur Insta, ni sur TikTok, etc. J'ai une vidéo qui a fait 6 millions de vues, qui a été reprise par énormément de comptes, une vidéo qui dure quelques
quelques secondes, j'ai rien compris, j'ai pris 10 000 abonnés je crois en un coup. Voilà, ça c'est typique l'exemple de TikTok qu'on n'a jamais eu avec Instagram ou avec Facebook, encore moins avec Facebook. C'est donc complètement inédit dans l'histoire de l'humanité. Avant, il fallait un petit peu de réseautage, il fallait aller dans les médias, il fallait avoir un petit peu d'argent avant pour commencer, pour se lancer, etc., etc. Maintenant, on est vraiment dans une ère de totale démocratie, de visibilité. Ah, je vous vois parler dans le chat de TikTok, mais c'est générationnel, hein. Moi, c'est pareil, hein, j'y arrive pas. Je m'y mets contraint et forcé parce que je suis créateur de contenu et que leur truc pour tourner les shorts est vraiment pas mal foutu avec... justement, c'est comme ça que j'arrive à incruster les images d'articles en fond. Donc, je tourne d'abord sur TikTok, je récupère la vidéo, je l'upload après en short sur YouTube. Mais en vrai, TikTok, j'ai énormément de mal, hein. Je comprends pas ce truc, hein. Je pense que les cartes sont un petit peu rebattues et que tout le monde peut avoir un peu sa chance. Alors par contre, j'aimerais aussi dire que faut pas oublier non plus le petit privilège. Je pense que c'est important. Sur TikTok, bizarrement, les Bella Porsche et les gens qui font le buzz, je pense aussi à Back Buchen par exemple, c'est des gens qui ont aussi un peu le faciès, des gens qui sont assez BG. Et je pense que plus c'est vide, plus ça va jouer le petit privilège, puisque quand on n'a pas ce petit privilège, je pense qu'il faut quand même un minimum avoir un peu d'humour, avoir un peu un style dans ses vidéos, etc., etc. Mais donc, mis à part ce détail qui finalement n'en est pas un, je pense que les gens ont quand même tous un peu des chances de faire le buzz sur TikTok. Après, il faut pas non plus oublier que certaines personnes, c'est pour les mauvaises raisons. Donc c'est des personnes, par exemple, qui vont se faire moquer malheureusement, et donc les vidéos vont faire des buzz comme pas possible. Ça, c'est très triste aussi. Je pense que le harcèlement sur TikTok est vraiment omniprésent partout. Donc voilà, faut quand même trouver un peu une nuance là-dedans, avoir conscience de certaines choses. Mais globalement, c'est vrai que TikTok a rebattu les cartes par rapport aux autres plateformes et qu'aujourd'hui, des gens sur le tapis rouge du Festival de Cannes cette année peuvent accueillir des personnes qui l'année passée étaient vraiment inconnues au bataillon et qui depuis n'ont rien fait à part des danses sur TikTok. Beaucoup de créateurs et créatrices ont complètement changé leur vie. Je reprends l'exemple de Bella Porsche qui a quand même étonné absolument tout le monde. Donc au départ, Bella Porsche, elle a fait de très simples vidéos, elle a fait le buzz. C'est elle? Petit privilège. Ah. Elle est pas moche, hein. Pas ce que je dis, hein. Je la trouve quelconque. Je la trouve quelconque. C'est une fille. Point. Tout à l'heure, on traitait de Léa et lui. Je la trouve beaucoup plus jolie que cette fille-là. Après, hein, les goûts, les couleurs. Mais elle, vraiment, là, cette fille, je la trouve quelconque. Et pire, hein, c'est que sur TikTok, t'as des filtres. Ah bah tu peux être oh bah moche comme un pou et ah bon on t'enlève 20 ans, on te fait des yeux de biche, machin et tout, hein. Qui a quand même étonné absolument tout le monde. Donc au départ, Bella Porsche, elle a fait de très simples vidéos, elle a fait le buzz, je crois qu'elle a pris 1 million d'abonnés par jour. Pendant toute une période, ça a été absolument fulgurant. Et aujourd'hui, elle a une vraie carrière musicale, elle fait des clips vidéo, elle fait des vraies grosses collaborations, elle a une vraie carrière. Donc typiquement, ça c'est l'exemple de personnes qui étaient inconnues, qui a fait le buzz sur TikTok et qui a réussi à mettre tout en place pour maintenir ça et pour continuer ça. C'est clairement quelque chose qu'on peut pas lui retirer. Elle a vraiment été très maligne, très intelligente, à mon avis avec des bonnes personnes qui l'ont entourée, pour se dire ok, en fait j'ai cette opportunité là, voici ce que j'en fais. Et ça, c'est pas donné à tout le monde par contre. Autant le buzz on peut l'atteindre sur une vidéo, voire deux, autant en faire quelque chose, c'est tout autre chose. Alors certains, donc comme Bella Porsche, ont vraiment été dans le domaine artistique, mais il y a aussi des personnes qui ont créé des marques, qui en ont profité pour porter des messages plus intéressants par la suite. Donc il y a vraiment des personnes qui ont réussi à utiliser ça pour quelque chose de moins vide au final. Donc je dirais que la viralité n'est pas forcément un poison, mais plutôt un outil qu'on peut utiliser correctement ou qu'on peut très mal utiliser, mais ça reste un outil qui peut être intéressant. Et puis il faut être honnête, le divertissement n'est pas mal en soi. Ça c'est vrai. Quand tu as un petit peu d'abonnés, tu as un peu de visibilité, à un moment faut te poser la question de qu'est-ce que tu fais de cette visibilité. Est-ce qu'elle sert à quelque chose? Est-ce qu'elle a un but cette visibilité? Ah, c'est la question que je me pose tous les jours, hein. Je sais ce que je mène
comme combat, hein, c'est très personnel, hein, le combat que je mène. Enfin, c'est très personnel. C'est pour la société, mais je sais le message que je veux passer, mais je m'interroge régulièrement sur est-ce que j'utilise ma visibilité à bon escient? Puis est-ce que j'ai assez de visibilité pour le message que je veux passer, etc. Après, ça m'empêche pas de dormir la nuit, mais c'est des questions que je pense il est légitime de se poser à un moment. Et d'ailleurs, je pense que c'est très important dans une société, pour qu'une société soit une société qui fonctionne, je pense que le divertissement a largement sa place. Alors je pense que en cas de fin du monde ou en cas de guerre civile, non, bien sûr, le divertissement ne servira pas. Et quoique encore, franchement, mais je pense quand même que ça a une place importante dans notre société. Il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est pas nécessaire, que c'est pas par exemple comme les batailles qu'on peut mener par rapport au changement climatique, par rapport à la politique, par rapport aux droits des femmes, etc., etc. Mais je pense quand même que ça a sa place, en toute honnêteté. Et franchement, se détendre, rire, Non, c'est non, totalement... non. Tu confonds là. Hein, là, je suis pas d'accord avec elle. Je pense qu'elle confond humour, hein, avoir du divertissement, quelque chose qui te remet un peu le sourire, qui te remet un peu le moral pendant les périodes justement la guerre, etc. Avec la culture du vide. On aura toujours besoin de comédiens, de comiques, etc. pour nous remonter le moral, nous faire rire, etc. Et des personnes qui existent juste parce qu'elles existent? Non. Bah non, jamais, non. humain, et ça ne veut pas dire qu'on va forcément s'abrutir en regardant pendant 10 minutes des vidéos sur TikTok. Je pense que tout simplement, il faut trouver un équilibre, c'est comme pour tout. À chaque fois, c'est un peu la conclusion de mes vidéos, il faut trouver un équilibre entre le divertissement et ne pas se limiter que au divertissement. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est 10 minutes sur TikTok que tout d'un coup, il ne faut plus s'intéresser à ce qui se passe dans le monde, ou pas forcément à ce qui se passe dans le monde, parce que je sais que ça peut être très anxieux pour certains et certaines, mais avoir d'autres centres d'intérêt, aller voir des spectacles, lire un livre, qui est aussi au final du divertissement et un peu vide de sens. Lire une histoire, un roman ou une histoire fantastique, si on va par là. En fait, ça me fait un peu penser à ma vidéo sur la dopamine détox. J'avais aussi un petit peu la même conclusion. Je pense que c'est très important d'avoir conscience de tout ça et de faire vraiment attention. Mais il faut trouver l'équilibre et ne pas bannir ça à 100%. Je pense que c'est pas la bonne façon de faire, tout simplement. Et de l'autre côté, quand on va parler des créateurs, des créatrices de contenu, des gens sur TikTok qui vont en profiter, en fait, c'est tout simplement des personnes qui sont malins de tout simplement profiter de cette opportunité qu'on peut trouver à notre époque. Ils vont utiliser les réseaux sociaux, comme je vous l'ai dit, comme un outil, ou parfois c'est pas du tout l'intention première, mais en fait ils vont le vivre et ils vont se dire bah go, pourquoi pas en profiter. Faut pas non plus oublier, et ça c'est un peu comme les joueurs de foot pour le coup, certes probablement qu'ils sont payés beaucoup trop cher pour ce qu'ils font, mais c'est aussi un système qui brasse énormément d'argent, et donc en fait faut pas oublier que quand quelqu'un par exemple fait une pub, une collaboration, bah ok, il va être payé des milliers d'euros pour parler 1 minute d'une marque, mais d'un autre côté c'est une visibilité qui est immense, et il faut pas dévaloriser ça non plus. C'est des personnes qui sont réellement des panneaux publicitaires, qui vont prêter entre guillemets aussi leur audience, il faut valoriser ça. Et donc d'un autre côté, voilà, c'est comme les joueurs de foot, ok, certes, ils sont payés beaucoup trop pour ce que c'est, mais en fait ça génère tellement d'argent, c'est les acteurs, c'est grâce à eux que tout cet argent est généré, donc en fait c'est normal qu'ils récupèrent beaucoup de cet argent. Après, savoir ce qu'ils en font, critiquer le système en lui-même, ok, mais on ne peut pas critiquer le fait qu'un footballeur devienne footballeur et qui gagne des millions par match. Ça, je trouve que c'est un petit... Si, on a le droit de critiquer. Je vois pas en quoi on n'aurait pas le droit de critiquer. Là, je comprends pas où elle va en venir. Bien sûr que c'est sain de critiquer ça. Ce système marche sur la tête. On peut le dire, hein. On peut le dire. Même si moi, demain, je serais ravi que Ghost VPN me file 10 000 balles pour parler d'eux. Ça n'empêche que... Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça les vaut? Est-ce que le système économique dans lequel on vit est sain? C'est pour ça que j'aurai jamais aucune marque qui va me contacter. Parce que j'ai trop la grande gueule et que j'ai trop ma liberté d'expression.
peu injuste. Et pour moi, c'est la même chose avec les TikTokers, les TikTokeuses. Et je pense que les critiquer, eux et elles en particulier, ce n'est pas du tout le bon combat. Et je pense que peut-être il y a un petit sentiment de jalousie qui peut être sous-jacent à ce genre de réaction. Parce que honnêtement, la question pourrait se poser, est-ce que si on vous propose aujourd'hui de devenir TikToker ou TikTokeuse avec des millions d'abonnés et de gagner des milliers d'euros par vidéo ou par collab, est-ce que vous allez dire non? En toute honnêteté, allez devant votre miroir, regardez-vous dans les yeux. Ça dépend pour faire quel contenu. Si c'est pour faire le contenu que je viens de voir, c'est non. Si c'est pour faire le contenu comme je fais actuellement et que je peux amener planter des graines dans l'esprit des gens pour les éveiller à la politique, leur faire comprendre que les partis c'est de la merde, leur faire comprendre que il faudrait qu'on revoie notre système politique, mondial, géopolitique, etc. Pourquoi pas? Et encore, je ressentirais de la culpabilité de me faire du pognon là-dessus. Ah, je sais, je suis pas câblé comme tout le monde. Et répondez à cette question. Est-ce que vous allez dire non? Si vous dites non, je vous crois pas. Ce sujet est extrêmement complexe. J'ai essayé dans cette vidéo d'aborder un maximum de points, mais je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller en commentaire, de continuer le débat. Dites-moi s'il y a des points que je n'ai pas abordés et que vous voulez vous-même aborder. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Merci infiniment à HelloFresh d'avoir... Eh ben, c'était très bien, madame. C'était très bien, encore une très bonne vidéo. Alors, je vais vous donner le nom de la chaîne quand même, et je vais vous partager dans le chat. La chaîne, c'est Lola Sting Life. On va faire partager, on va copier, et puis on va vous l'envoyer dans le chat, pour que vous alliez vous abonner, parce que je pense qu'on va la passer régulièrement par ici, cette jeune femme qui a des sujets très intéressants, très pertinents et très bien amenés, même si, bon, on n'est pas toujours d'accord, mais bon, c'est aussi normal de ne pas être d'accord sur tout. C'est ça aussi qui fait qu'il y a des débats, et c'est logique, hein. On n'arrive pas forcément aux mêmes conclusions en partant d'un même sujet, et c'est très bien comme ça. C'est ce qui fait aussi la richesse de l'humain, hein, de ne pas avoir toujours... D'être 100% d'accord avec quelqu'un, c'est pas normal. Si vous êtes 100% constamment d'accord avec moi, c'est pas normal, c'est que je suis un gourou.